Et puis, oui, on va se mettre là-haut. Alors, on a tout un petit travail à faire de changement des cavaliers. Hum. Et pendant ce temps-là, je demanderai à Jean-Baptiste Davio ou à Romain Deldon de bien vouloir s'approcher pour lancer donc, le premier des 2 micro-trottoirs de la journée, fait par le collectif Action Jeune du Vaucluse sur le logement. Quelqu'un a piqué la souris. Elle est là. Moi, que ce soit en centre-ville et pas trop petit. Un endroit qui soit, à mon avis, je suis un étudiant, près de la fac d'abord, qui soit propre et ensuite, à mon avis, qui a une toilette pour la personne. Faut qu'il y ait au moins une chambre et un salon et qu'il y ait une place de parking appropriée. Alors, le premier des critères pour choisir un appartement, c'est le critère financier en fait, parce que voilà, je suis en service civique, et donc j'ai pas une paye, j'ai une indemnité qui est de 560 € par mois. Donc voilà, la première chose que je regarde, c'est le prix du loyer. Déjà qu'il soit propre, qu'il soit raisonnable au niveau loyer, et puis qu'il soit dans un espace où c'est tranquille. Au moins un 20 mètres carrés, pour moi, ce serait parfait. Parce que je suis étudiant et je n'estime pas d'abord à avoir plus de mètres carrés. Pour moi, 20 mètres carrés, Et j'habite chez mes parents et dans une maison de ville plus loin que Avignon. Moi, j'habite en centre-ville. Et maintenant, la Croix-Rouge, ils vont me faire un contrat d'1 mois. Et après, ils vont voir comment évolution, mes étapes à étapes. Et après, peut-être, ils vont me faire 6 mois du contrat. J'habite dans un terrain de 18,6 mètres carrés et j'habite seul. Et pourquoi vous avez choisi d'habiter seul? Habiter seul car c'est la première fois que j'habite loin de mes parents et je préfère de commencer à habiter seul et commencer à voir comment c'est vivre seul sans quelqu'un. Alors actuellement, je suis en sous-location, même si c'est une pratique illégale. Et c'est pas la première fois que je le fais. Parce que j'ai eu que des emplois précaires et que j'étais pas assurée de rester là où je vis. Donc je ne voyais pas m'engager sur un bail. C'est hyper compliqué. au départ de mon pays, on m'a dit, bon, quand tu arrives en France, il n'y aura pas de souci pour le logement. Et quand je suis arrivé, j'ai été très étonné. Parce que mon pays ne m'a pas suivi en fait dans la procédure de logement, il ne m'a pas suivi. Et là, j'ai eu des complications pendant presque 2 mois. J'étais chez un ami et ça s'est pas très bien passé. Et après, je devais partir, il m'a donné environ presque 2 à 3 semaines de chercher un autre logement. Et là, ça a été difficile. Et comme par hasard, je passais dans le coin. Et là, j'ai vu résidence et puis je me suis dit, bon, je vais essayer de demander. J'ai eu un logement en HLM, donc j'ai eu de la chance, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend beaucoup de temps pour avoir un logement en HLM, mais il n'est pas du tout énorme. Donc j'ai eu ça, et je l'ai eu par rapport à une amie qui travaillait avec le logement. Déjà commencé à payer un peu tout ce qui est électricité, l'eau, tout ça, donc voilà, je pense que c'est la plus grande partie, c'est le plus gros problème. Alors moi cette année je suis plus étudiante, je continue d'être garantie par mes parents parce que de toute façon sinon je ne pourrais pas trouver de logement. Mais ça bloque complètement. Parce qu'ils me voient comme une jeune active qui est en dessous du seuil de pauvreté. Alors que la situation n'a pas changé, je suis garantie par mes parents. Mais si je présente les choses comme ça, je peux être sûre que 50% des visites me sont refusées. Moi j'en ai pas trop d'idées vu que je ne suis pas du tout locataire. Mais je pense que c'est la même chose, payer l'eau, l'électricité, le gaz, voilà. Au début, j'étais à Déclic. À Déclic, dans Déclic, il y avait aussi, comment ça s'appelle, Auberge de jeunesse.
quand il donne l'appartement, et vérifier qu'il est propre, qu'il est dans un bon état. D'abord, ensuite, savoir qu'est-ce que font les personnes qui sont dans l'appartement, c'est-à-dire s'ils ont besoin de quelque chose ou non. Au début, c'était le problème au niveau de j'avais pas de travail. Maintenant que j'ai un travail stable et que, on va dire entre guillemets, je touche bien ma vie, c'est maintenant que je galère encore plus à trouver un appartement qui me correspond parce que le propriétaire en général, ce qu'il demande, c'est un CDI. Mais en tant que jeune, à l'heure d'aujourd'hui, en France, moi j'aimerais bien avoir un CDI, hein. Pourtant je me lève tous les matins, mais j'ai qu'un CDD de 3 ans, et ça me suffit. Lorsque je suis arrivé et que j'étais chez mon ami, j'ai entamé des démarches pour avoir des appartements privés. Et bien là, j'ai été confronté au fait d'avoir un garant. Je ne savais même pas qu'est-ce que ça devait dire. Et là, on me disait non, le garant devait avoir 2 à 3 fois le montant de loyer. Et j'étais très étonné parce que je connais personne ici. Et je me suis dit, mais qui je vais aller voir pour pouvoir être mon garant. Et là, c'était complètement une barrière. Je ne pouvais pas continuer la procédure pour pouvoir avoir un logement. Le logement idéal, je pense que c'est la propriété en fait. Parce que déjà c'est la liberté, c'est un peu la réalisation de soi, c'est quelque chose qui nous appartient. Et puis c'est surtout le moment où on arrête de gaspiller son argent, quoi. Parce qu'un loyer, il ne faut pas se leurrer. C'est ce qui nous coûte le plus cher par mois, mais c'est aussi ce qui est le plus immatériel et inutile, c'est vraiment de l'argent mis à la poubelle. Une maison en ville, avec une piscine. Dans une résidence privée, je pense. Parce qu'au moins on a la sécurité, puis on dort tranquille avec la conscience tranquille. La voiture, on ne se dit pas qu'on va nous la brûler ou on va nous la donner. Et moi personnellement, depuis que je suis là-bas, je suis encore plus frustrée que quand j'étais en centre-ville d'Avignon. Ça doit être un espace, à mon avis, plutôt grand, 20 mètres carrés, avec une petite cuisine suffisamment grande avec toilette incluse pour ne pas devoir la partager. Merci Romain. Merci. Alors autour de cette table, Claire Guichet, membre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de l'avis sur le logement autonome des jeunes. Francis Kahn, directeur adjoint du service Habitat Foncier Urbanisme au Conseil régional, dans ses murs. Véronique Simonin, que je vois moins bien avec cette grande chaise, excusez-moi. Voilà. Vous êtes responsable du pôle social à la direction départementale de la cohésion sociale du Vaucluse. Et Idoia de Poncin, vous êtes directrice de la vie étudiante au Crous pour l'Académie Aix-Marseille. Merci. Je vais commencer par vous, Claire Guichet, parce que l'avis est un document un peu fondateur pour les propos qui nous intéressent. Alors, vous avez dans votre dossier une petite fiche recto verso que Claire Guichet a bien voulu nous faire parvenir pour fixer les propos. Donc, c'est un document assez conséquent. À partir des constats de votre rapport, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales préconisations qu'on peut retenir pour améliorer l'accès au logement des jeunes ? Merci. Oui, alors tout d'abord, juste présenter, moi je suis membre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, donc au Conseil économique, social et environnemental. C'est une nouvelle représentation au sein de ce conseil, puisqu'on est là-bas depuis 2010, et ça pose justement cette question de la représentation des jeunes. C'est une tentative de dire à un moment que la jeunesse a sa place dans les institutions habituelles de la République, que les jeunes n'ont pas une maîtrise plus relative des sujets que les agriculteurs sur les transports ferroviaires, etc., que juste ils ont des sujets sur lesquels ils sont plus experts et d'autres un peu moins, et que comme toutes les autres composantes de la société, ils participent de l'appréhension d'une meilleure compréhension de la chose publique et des politiques publiques qu'on doit envisager. Pour ma part, je pense par ailleurs que la France, comparée à d'autres pays justement, gagnerait à renforcer
la question de la représentation de ces mouvements de jeunesse, puisqu'on voit bien qu'on a en France un certain nombre d'organisations de jeunes, mais on préfère souvent laisser la place à des gens qui parlent des jeunes plutôt qu'aux jeunes pour parler d'eux-mêmes. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on participe de l'acquisition de l'autonomie. Alors, l'autonomie, justement, venons-y. Sur la question du logement, quand on s'est penché avec le Conseil économique, social et environnemental sur la question de l'accès au logement autonome des jeunes, on s'est posé la question qui a été posée tout à l'heure, à savoir quelle définition on prend. Évidemment, c'est compliqué, il faut avoir une entrée par là et se poser ça. Nous, on est arrivé à la conclusion qu'on prenait les 11,9 millions de 18-29 ans. Pourquoi ? Parce que sur la question du logement, les enquêtes de l'INSEE notamment montrent qu'aujourd'hui, les difficultés spécifiques d'accès au logement, à savoir la multiplication des pièces justificatives qui sont demandées aux jeunes, les difficultés spécifiques vis-à-vis de la taille des logements, etc., concernaient les 18-29 ans. En gros, sur l'enquête INSEE, on observe dans la part générale une spécificité sur les moins de 30. Qu'est-ce qu'ils partagent, ces moins de 30 ? Alors, déjà, ils partagent cette période, alors que moi, je n'appelle pas une période d'accès à l'autonomie, mais une période d'autonomie et d'accès à l'indépendance. On avait justement, tout à l'heure, on parlait d'Olivier Gahan, on a fait un colloque ensemble la semaine dernière au CNIS, et on disait, finalement, cette phase, c'est une phase où il y a déjà une forme d'autonomie, parce qu'on demande aux jeunes de plus en plus d'être mobile et flexible, parce qu'on parlait tout à l'heure de la volonté de mobilité des jeunes, etc. Mais il n'y a pas que ça, et puis il n'y a pas que de la volonté, il y a aussi des mobilités subies pour trouver une formation, pour trouver un emploi. Et la mobilité, c'est pas toujours aussi funky qu'un voyage à Londres, hein. Ça peut aussi être le département d'à côté pour aller faire son premier CDD. Donc des mobilités qui sont imposées, une grande flexibilité qui est demandée aux jeunes dans le marché de la formation et le marché du travail, une période d'insertion qui est marquée par des allers et retours entre formation et emploi. Ça, c'est un peu nouveau aussi. On a une perméabilité des statuts qui devient de plus en plus importante depuis quelques années. On peut de moins en moins parler de la catégorie des étudiants, la catégorie des jeunes travailleurs et la catégorie des précaires. On a de plus en plus quand même des statuts d'aller-retour entre les deux et de phénomènes un peu moins facilement identifiables. Une indépendance, et alors justement une recherche d'indépendance, l'indépendance étant définie comme la capacité à s'assumer entièrement financièrement, etc. L'autonomie, c'est plus la capacité à déterminer un certain nombre de ses choix de vie, et notamment, effectivement, l'accès à un logement autonome, par exemple, est une des étapes très importantes de l'accès à l'autonomie, mais ça ne veut pas dire qu'on est indépendant. Et cette période s'étend, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi elle s'étend ? Parce que justement, les demandes d'autonomie sont de plus en plus grandes. Aujourd'hui, par exemple, chez les étudiants, on a 67% d'étudiants décohabitants. Ça, c'est parce que, de plus en plus, on a une spécificité des formations, etc. On demande aux jeunes d'aller habiter loin. Et donc, très tôt, on leur demande d'être autonomes, et par contre, l'indépendance financière, etc., du fait des conditions de l'insertion dans l'emploi, elle viendra très tard. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'âge moyen de signature du premier CDI, c'est 27 ans, plus de 27 ans, et que là-dedans, on inclut des jeunes qui sont en apprentissage depuis très jeunes, donc qui, eux, ont signé très tôt, donc ça montre bien où on se situe de l'autre côté. Alors, effectivement, il ne faudrait pas voir la jeunesse comme un monde homogène, mais il faut quand même considérer que ces spécificités que je viens de montrer donnent quand même des raisons aux politiques publiques de se poser la question de la jeunesse, d'autant plus que dans le déclassement des jeunes qui font partie des classes les plus favorisées, par phénomène d'entraînement, on accentue les difficultés des jeunes qui déjà n'avaient pas les acquis sociaux et sociétaux qu'on considérait avant comme des remparts à ces difficultés. On est donc là face à une vraie bombe pour les politiques publiques, un décalage complet entre l'exigence d'autonomie et de capacité d'autonomie des jeunes et les possibilités d'indépendance que leur donne la société, mais aussi on est face à une vraie question pour la société française et pour ses familles, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui en France, si là, en France on a les jeunes qui découvrent
cohabitent le plus tôt, qui partent le plus tôt dans un logement, on est aussi dans l'un des pays d'Europe dans lequel cette décohabitation est la plus financée par les familles et sur la plus longue durée. Donc on voit bien aujourd'hui que finalement, cette pression, elle repose aussi beaucoup sur les familles parce qu'on n'a pas voulu choisir entre une politique qui considérait les jeunes comme réellement autonomes et une politique qui les considérait pas comme autonomes jusqu'à justement leur stabilisation dans le marché de l'emploi. Et résultat, au final, on se retrouve avec un entre-deux. Et dans cette question-là, sur la question du logement, les jeunes se retrouvent du coup sur de très longues périodes à habiter seuls, donc à chercher des petits appartements qui sont plus chers, qui sont principalement dans le parc privé, qui d'ailleurs, le parc public accueillant de moins en moins de jeunes, parce qu'il y a peu de renouvellement. Et aussi, on construit des choses qui ne correspondent pas à leurs besoins, c'est-à-dire notamment, on a construit beaucoup de logements en zone périurbaine, de résidences secondaires, etc., qui ne correspondent évidemment pas du tout aux besoins des jeunes. Les besoins des jeunes, c'est la proximité au transport, la proximité aux zones d'activité, d'emploi immédiate, au transport en commun et aussi justement des petits logements et des petits logements pas chers, dont justement, puisqu'il y a des difficultés d'insertion dans l'emploi, d'où justement un certain nombre des propositions du CESE. Je n'en cite que quelques-unes parce qu'il faut faire court. La première, c'est évidemment de garantir les risques locatifs de manière universelle. Parce qu'aujourd'hui on voit que les jeunes sont les premières victimes de l'inflation des demandes de pièces justificatives et des difficultés à trouver des cautionnements. La deuxième, c'est évidemment la construction. Alors ça, bon, c'est un marronnier, mais la construction à la fois de logements spécifiques et de logements généraux, parce qu'on voit bien que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils subissent la crise du logement, tout comme les autres parties de la population, mais juste un peu plus parce qu'ils sont plus précaires, plus souvent à habiter seuls et donc à ne pas pouvoir partager en couple, etc., les frais, et ainsi de suite. Donc il faut tout simplement agir sur la crise du logement en général, mais il faut aussi qu'on arrive à densifier nos centres-villes et nos bourgs, qui se sont parfois vidés au profit du périurbain, qui ne correspond pas du tout aux besoins des jeunes qui s'insèrent au début sur le marché de l'emploi et qui ont besoin d'habiter dans ces bourgs, dans ces centres-villes et dans ces zones. Ensuite, une meilleure analyse des besoins, connaître mieux les jeunes, donc ça commence déjà par leur donner la parole et donner les moyens à leurs organisations d'agir, mais aussi par le fait d'avoir des statistiques territorialisées et une analyse territoriale des acteurs sur la question. Et enfin, juste deux pistes qui sont importantes dans le rapport du CESE et que je vous laisserai découvrir. La première, c'est la question de la colocation. Développer de manière importante la colocation en donnant un statut juridique, en permettant de solidifier un régime qui, nous le croyons, n'est pas uniquement un moyen de partager un loyer, mais est aussi à long terme une autre façon d'envisager l'habitat dans une société où, comme dit, on a de plus en plus des individus qui vivent seuls et où la colocation, c'est aussi un moyen pour des gens qui sont seuls et mobiles de créer du lien social et de recréer une cohésion sociale. Et enfin, dernière piste et qui concerne particulièrement la solidarité intergénérationnelle, favoriser les bourses d'échange, notamment dans le parc public, de manière à ce que les personnes âgées, qui évidemment ont le droit au maintien dans leur logement du parc HLM, soient encouragées, en tout cas par des mesures incitatives, à échanger leurs appartements avec des familles qui commencent à avoir des enfants, etc., pour qu'on puisse améliorer la fluidité du parc public. Juste un chiffre, il y avait au début des années 80, 25% de jeunes dans le parc public. Aujourd'hui, ils sont 11%. Le chiffre s'est inversé sur les plus de 65 ans. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes dans le parc public, mais aujourd'hui, ils ont 65 ans. Merci beaucoup, merci de ces points extrêmement précis. Je pense qu'on y reviendra dans le débat.
Francis Kahn, vous représentez la région. On est dans une région qui est très mobilisée à la fois sur la question du logement et sur la question des jeunes. Alors il y a pour cela des raisons liées aux compétences de la collectivité, mais aussi, me semble-t-il, une politique très volontariste sur ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous parler plus précisément de l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la région en fin d'année dernière, que vous avez intitulé La région se mobilise pour les jeunes, nous dire un petit peu ce que ça donne aujourd'hui? Bonjour à tous. Donc effectivement, au sein de la région, il y a une direction de l'aménagement et de l'habitat. Et au sein de cette direction, nous cherchons à favoriser la production de logements dans une région qui en est très déficitaire. Ce qui, déjà, pour commencer à en parler, montre qu'on se préoccupe d'abord de production, de chiffres de production. Et ceci dit, pour dire qu'effectivement, lorsque l'on parle avec les bailleurs sociaux, les partenaires publics, l'État, la question des publics est peut-être sur cette question-là en demi-teinte par rapport à la question du nombre de logements à produire. Et certainement parce que l'ensemble du monde HLM est centré sur cette question de production, on en voit les conséquences aussi pour tout un tas de rigidités qui viennent d'être évoquées par l'intervenante, les rigidités à la relocation, les échanges d'appartements. Bon, ça, je pense que effectivement, c'est une donnée de base, mais qui n'est pas simple à traiter, parce que comment déplacer une personne âgée, ça, c'est une autre question. C'est des questions qui ont beaucoup de densité sociale, si j'ose dire. Donc, loger les jeunes, ben oui, d'accord. Voilà. Alors, visiblement, pour les bailleurs, privés ou publics, la question de l'autonomie, c'est une question de solvabilité. Et la question de solvabilité, c'est associé au statut social, au statut de salarié. Et encore une fois, celui-là domine encore largement, notamment le monde HLM, puisque la base constructive du monde HLM, ça a été loger les salariés. Voilà. Donc l'ensemble de ces principes, en quelque sorte, qui ont prévalu à la construction, à la constitution de ces parcs et de ces acteurs, n'est pas cohérente avec une approche en termes de public qui a forcément des questions particulières qui se sont encore complexifiées ces 20 dernières années, notamment, là, donc, moi je suis très sensible à cette question-là de statut complexe, on va dire. Donc ce qui ne facilite pas la lisibilité pour des acteurs comme notamment les bailleurs sociaux. Alors là, ce dont je dois vous parler assez rapidement, je ne vais pas trop m'apesantir, mais c'est sur cet appel à projet que la région a monté et qui était une vraie initiative des politiques, puisque au fond, à la base, c'est une demande des groupes politiques majoritaires de la région de mettre en place un dispositif adapté au logement des jeunes, et sur la base essentiellement du fait que un certain nombre de communes ne construisent pas suffisamment de logements sociaux. Donc on a considéré que les subventions que la région donnait à ces communes devaient être minorées et alimenter un fonds public en quelque sorte, parce qu'on ne devait pas se contenter de dire que bon, il y avait des bons élèves et des mauvais élèves. Il fallait commencer à parler de socio-conditionnalité dans les aides de la région par rapport aux collectivités qui ne respectaient pas les lois de la République, notamment l'article 55 de la loi SRU. Alors, donc la question étant de savoir qu'allait-on faire de cet argent qui était ponctionné sur les subventions. Enfin, c'est une minoration des subventions versées aux collectivités. Que devait-on faire de ce fonds? Donc déjà, principe de créer un fonds pluriannuel qui est alimenté quasiment automatiquement lors de chaque session, lors du vote. Donc pour 10 € versés à ces collectivités, on va minorer de 20% la subvention et la verser dans le fonds. Voilà, donc ça c'est un mécanisme un petit peu compliqué en droit public, mais qui est aujourd'hui tout à fait actif et dont on s'assure le contrôle. Et les élus, après une discussion assez dense, donc, ont décidé d'affecter ça au logement des jeunes. Voilà. Ce qui est une manière de dire que si finalement les mécanismes de la maîtrise d'ouvrage HLM et les mécanismes du logement ne vont pas spontanément vers ces publics, si les politiques publiques d'urbanisme et de logement ne vont pas spontanément vers les publics en difficulté, dont les jeunes en difficulté, eh bien, nous devions corriger
cette question-là. Voilà. Alors, c'est une première avancée. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'un jour, on dira, bon, toute commune qui ne respecte pas les dispositions, finalement, ne pourra recevoir aucune subvention. Bon, c'est un débat, je veux dire, essentiellement politique. Donc, avec le service, enfin, au sein du service Habitat, avec plusieurs collègues, notamment ma collègue Emmanuel Donrot, là, qui est dans la salle, on a essayé de proposer un cadre d'action qui permette de gérer correctement cet afflux de fonds. Donc, nous avons mis en place un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé à cheval entre 2012 et 2013 et qui a eu pour effet de retenir un certain nombre de projets sur un appel à projet. L'idée, c'est quand même de favoriser des projets qui ne sortent pas spontanément, d'aller au-delà de la politique publique standard. Donc là, on parle d'aider la production de logements. C'est quels sont les projets qui vont permettre d'aller traiter cette question du logement des jeunes. Alors, je résume. Pour 2013, c'était 21 projets sur les 44 déposés qui ont été retenus. Les exemples de projets retenus, c'est des unités de vie ou appartements relais en direction des jeunes isolés ou en errance, des logements pour des jeunes en sortie d'apprentissage. La question de l'apprentissage, peut-être encore plus parfois que la formation ou que la formation universitaire, touche des publics qui sont issus de familles, on va dire, pauvres, enfin, si on veut résumer, en tout cas qui n'ont pas des revenus au-dessus de la moyenne. Et la question du lien entre se loger et se former ou être en apprentissage, celle-là, elle est à mon avis essentielle. La question, c'est produire des logements neufs ou capter de l'offre de logements déjà existants. Vous savez que ça c'est une question qui est... on ne demande pas de produire forcément des unités nouvelles. Renouveler l'offre existante, réhabiliter des logements vacants, capter des logements dans le parc social HLM, c'est une forme de production. Et en tout état de cause, c'est flécher une offre vers un public particulier. Donc là, on est tout à fait dans le cadre de ce qu'on peut faire. Bon, effectivement, on n'a pas choisi d'aller aider les FJT en fonctionnement, enfin dans leur fonctionnement quotidien. Peut-être on a d'autres lignes budgétaires qui nous permettent d'aider à la production dédiée aux jeunes. En 2013, on a aidé à la production de 220 logements. Bon, c'est pas une quantité extraordinaire, mais ça correspond à la capacité des acteurs, notamment sur des résidences sociales jeunes. Donc on n'a pas choisi sur cet appel à projet d'aller financer ce qu'on finance déjà. C'est quelle est la part de l'innovation, quelle est la part de ce qu'on peut apporter en plus. Voilà, donc pour résumer, les propositions reflètent assez bien la diversité des situations et la spécificité de chacune des situations, donc de la très grande difficulté des jeunes en apprentissage, aux jeunes salariés accédant difficilement à un logement autonome, jusqu'à des situations plus spécifiques comme les jeunes victimes d'homophobie par exemple. Une vraie difficulté à mobiliser les bailleurs sociaux et par voie de conséquence la nécessité d'actions d'accompagnement. Les projets les plus innovants sont pour la plupart portés par des binômes bailleurs-associations. La quasi-absence de projets portés par les territoires eux-mêmes, donc les collectivités, ce qui démontre bien la nécessité de poursuivre le travail de sensibilisation que nous effectuons aux côtés de nos collègues de l'État auprès des territoires dans l'élaboration notamment des plans locaux de l'habitat. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Simonin, vous travaillez à la DDCS. Le logement des jeunes est identifié comme un des points durs des politiques de lutte contre l'exclusion depuis de nombreuses années dans le Vaucluse. Vous en avez fait une priorité de votre plan départemental accueil, hébergement, insertion, les documents dont parlait M. Cartiot ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de votre diagnostic et la méthode de travail que vous avez adoptée depuis peu de temps finalement pour essayer de lutter contre ce phénomène. Je vais descendre et enclencher le PowerPoint. Merci. En même temps. Bien, bonjour. Alors, je souhaitais effectivement présenter les raisons pour lesquelles le public jeune fait l'objet maintenant depuis une très grosse année, fait partie des priorités donc, du département de Vaucluse. Et plus particulièrement le logement, même si, on l'a dit, la politique du logement est une politique en lien avec d'autres aspects,
pour répondre effectivement aux besoins de ce public. Donc tout un faisceau d'indices qui nous a amené depuis un an et demi, à mettre un focus sur le public jeune et sur la question du logement. D'abord, alors on l'a effectivement évoqué ce matin avec toutes les statistiques qui ont été annoncées, on est un département, il y a effectivement des chiffres dont on pourrait se passer, mais le Vaucluse est un des départements classés parmi les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté qui est de 18,4% contre 15,7% en PACA, et des villes comme Avignon et Carpentras qui peuvent atteindre jusqu'à 32% de pauvreté. Les jeunes de moins de 19 ans représentent sur ce taux de pauvreté 22,4%, c'est-à-dire plus d'un jeune sur 4. Des familles monoparentales qui sont touchées à 35% contre 31,5% en PACA. Et un taux de population couverte par le RSA socle qui, effectivement, est plus d'1,5 point supérieur au taux national. Le taux de chômage, malheureusement, les chiffres ne nous le démentent pas. Le taux de chômage en 2013 est toujours le plus élevé de PACA pour le Vaucluse et nous le verrons également pour la population jeune, c'est une véritable catastrophe. Concernant les aides au logement, puisqu'il s'agit ici de parler du logement, les APL, c'est 103 bénéficiaires pour 1000 ménages, contre 100 en France et dans les Bouches-du-Rhône, et les allocations logement familial, les ALF, 73 bénéficiaires pour 1000, contre 65 dans les Bouches-du-Rhône et 48 en France. Donc une population vauclusienne qui a très largement accès effectivement aux allocations pour le logement. Madame Marsiquet vous l'a dit, la question des jeunes et du logement a été une priorité du PDAHI, l'est toujours, même si notre plan départemental accueil, hébergement, insertion, je me permets de refaire l'historique, donc est en cours de réécriture. Mais les objectifs qui étaient fixés, je rappelle quand même que le PDAHI, c'est un outil qui est vieux depuis maintenant plus de 5 ans ou 6 ans, hein, avec des objectifs qui étaient très modestes. Nous devions mesurer le phénomène du logement des jeunes sur le département. Nous devions améliorer l'information des jeunes sur les aides et les structures. On devait adapter la prise en charge de ce public. Et puis, on devait inclure cette problématique dans le schéma enfance du Conseil général. Alors, au bout de 6 ans, on a regardé un petit peu ce qui avait été fait, et très honnêtement, pas grand-chose. On ne sait pas trop comment prendre cette problématique. On a effectivement une information selon laquelle les jeunes rentrent de plus en plus dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, ont de plus en plus de difficultés pour se loger, mais on a du mal effectivement à évaluer ce besoin et on a du mal à apporter les réponses les plus adéquates. Alors, je vous parlais du SIAO. Ces informations ont été confirmées par l'Observatoire du SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation, qui a été mis en place dans le département, enfin comme tous les autres départements, en 2010, fin 2010. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'année 2012, sur 1000 évaluations, c'est-à-dire 1000 demandes d'hébergement qui ont été sollicitées auprès du SIAO, 22% correspondaient à des demandes pour des 18-25 et 26% pour des 26-35 ans. 21,5% concernaient des familles monoparentales et sur l'ensemble de ces demandes, 45% de ces publics-là sortaient d'urgence, donc dispositif d'urgence, ou sortaient de la rue, tout simplement, squat. 21% étaient en hébergement précaire. Avec une information nouvelle depuis cet été, où le SIAO nous fait part d'une recrudescence, une augmentation des demandes pour les jeunes filles de 18 ans en rupture familiale, avec ou sans enfants, ce qui pose un véritable problème, puisque 18 ans sans véritablement formation ou qualification, on a un petit peu de mal effectivement à apporter des réponses adéquates. L'Observatoire de la DDT, Direction départementale des territoires, avec qui nous travaillons également, nous a permis d'alimenter la réflexion sur ce sujet et on a pu constater donc, depuis quelques années qu'il y avait un véritable rajeunissement de la population captive du logement social avec les moins de 25 ans puisqu'ils représentent près de 10% de la demande totale et cette demande qui évolue de quasiment 1,3% en un an.
dans les orientations ou dans les indicateurs, les indices qui nous permettent effectivement de nous pencher plus particulièrement sur cette problématique. On a évoqué effectivement la problématique jeunesse qui est une priorité du gouvernement, qu'on a déclinée et en région et en département. Je vous renverrai donc à la stratégie de l'État en région pour 2013-2017. Et sur la question du logement, il y a 2 fiches actions qui sont particulièrement soulignées. Prendre en compte la problématique du logement des jeunes dans les PDAL-PD et les PLH, PDAL-PD, plans locaux, départementaux, plans départementaux d'accès au logement des plus défavorisés, et les PLH, les programmes locaux pour l'habitat. Et puis la deuxième objectif, c'est réaliser un état des lieux régional du parc social des logements destinés aux jeunes. Donc on y inclut les foyers de jeunes travailleurs, les logements étudiants, les résidences sociales jeunes, etc. Alors, fort de tout ça, on s'est dit comment on arrive effectivement à bâtir un diagnostic et surtout à être dans l'opérationnalité pour enfin proposer quelque chose qui puisse faire avancer le débat et la réflexion. Donc, nous avons eu recours à un cabinet extérieur qui est le cabinet Ville et Habitat en fin d'année 2012. Et on lui a donné comme feuille de route de travailler sur 2 publics cibles. D'abord les 16-25, et finalement ce sera plutôt les 18-25, notamment au regard des conditions de ressources, qui on le sait dans l'accès et le maintien dans le logement est une véritable question. Et puis les travailleurs pauvres, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y a énormément effectivement de jeunes qui se retrouvent, et on le verra sur la question du maintien dans le logement, qu'effectivement, le fait d'être toujours dans la précarité des emplois, ça peut remettre en cause effectivement le contrat de location qui a été réalisé. Sur 2 thématiques, parce que lorsqu'on parle d'accès au logement et de maintien dans le logement, dans accès, il y a d'abord être informé de ses droits. Est-ce que tous les jeunes sont informés de leurs droits pour pouvoir accéder au logement ? Et dans le maintien dans le logement, il y a aussi donc les conditions de ressources et l'accompagnement parfois nécessaire. Parce que des jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue peuvent avoir besoin aussi d'un accompagnement, pas tous, mais ce n'est pas à exclure pour pouvoir rester dans ce logement. Donc 2 thématiques, l'hébergement et le logement et l'amélioration de l'accès aux droits. Je dirais que parallèlement, une étude a été commandée par le Conseil général sur le portrait de la jeunesse en Vaucluse. C'est l'ORAV qui l'a réalisé. C'est arrivé à peu près en même temps que le diagnostic du cabinet Ville et Habitat. Donc l'aspect très positif, c'est que l'ensemble des institutions et des collectivités dans le département ont tenu à se pencher ensemble et au même moment sur la question des jeunes et du logement, ce qui rendra plus facile, vous le verrez, la proposition qu'on peut faire aux questions qui sont soulevées. Alors, ce que nous dit le cabinet Ville Habitat, assez rapidement, je vous renvoie aux 4 pages que j'ai que j'ai données à Madame Marsiquet, qui fait une synthèse du diagnostic qui a été réalisé par le cabinet. Donc, ce cabinet nous dit quoi? Nous dit simplement que c'est un département jeune qui est situé au 2e rang de PACA, 93 000 jeunes entre 15 et 29 ans, 17% de la population. Je passe très vite là-dessus. Simplement pour vous dire que sur les questions d'emploi et de formation, des jeunes peu diplômés en Vaucluse et peu mobiles. Plus de 50% n'ont pas le bac, contre 40% en France. Et 10 000 jeunes de moins de 30 ans sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme. 10% des jeunes sont étudiants au pôle universitaire d'Avignon. 38% de boursiers. Concernant les ressources, sur 19 000 allocataires RSA, 5 000 ont moins de 30 ans et on constate des salaires plus bas que la moyenne en raison notamment du travail précaire, ce que j'évoquais précédemment. Concernant leur habitat, 45% vivent en dehors du domicile parental, contre 38% en 1999, c'est donc un phénomène qui tend à s'accélérer. Des modes de cohabitation qui ont doublé en 10 ans,
on est dans la colocation, on est hébergé chez des tiers, chez des copains, dans de la famille. Et ce que je vous disais en préambule, une très forte dépendance des moins de 25 ans aux allocations logement, puisqu'on avoisine un chiffre de 80%. Pas de frein véritablement en soi pour accéder au logement. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous fait par une mission locale. En revanche, 2 écueils, difficulté pour s'y maintenir, bien sûr en raison des contrats à durée déterminée ou autres, et puis une grosse problématique de logement insalubre ou indigne. C'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on n'a pas trop de ressources, mais on ne regarde pas trop où on va se loger. Donc ça fait partie effectivement des questions sur lesquelles il faudra se pencher. Ensuite, concernant l'offre qui est proposée aux jeunes dans le département de Vaucluse, on a une offre et des dispositifs qui sont assez variés. Quand je parle d'offre, on évoque foyer jeunes travailleurs, résidence étudiante. On peut même effectivement constater qu'il y a un fort taux de vacances des T1 et des T2. Alors, notamment sur le secteur d'Avignon, où se concentre la plus grande partie du public, et des dispositifs qui sont assez variés, notamment tout ce qui est ALT, allocation logement temporaire, les agences immobilières à vocation sociale et les baux glissants. Tout ça correspond comment dirais-je, aux outils nécessaires pour répondre au plus grand nombre. Ceci dit, dans le même temps, on a une couverture territoriale qui est assez limitée. On a un hébergement d'urgence qui est totalement inadapté, ce qui explique sans doute le développement des squats. Et on constate un manque de visibilité des outils mobilisables par les jeunes et pour les jeunes. Donc, je vais vous parler des perspectives. C'est la 3e. Voilà. Alors, les suites de ce diagnostic, donc de l'étude qui est menée, ce sont donc 2 ateliers de travail et de réflexion que j'évoquais, à la fois sur l'accès et le maintien, et puis sur l'accès au logement, et l'accès aux droits. 2 ateliers de travail pour à la fois repenser l'hébergement et les formes d'accompagnement. Alors je vous le dis, ce sont des ateliers qui sont mis en place 1er et 2 octobre, et dont la 2e partie est notamment consacrée aux propositions concrètes, se tiendra les 15 et 16 octobre. Donc il faudra patienter encore un petit peu pour avoir les résultats de ces ateliers de travail. Mais d'ores et déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des notions assez intéressantes qui ressortent de réflexion. Ces ateliers de travail mélangent les travailleurs sociaux, les institutionnels, les jeunes sont représentés également. Donc on a souhaité effectivement élargir la réflexion à l'ensemble des personnes qui sont concernées. La notion de collectif revient beaucoup dans les réflexions. Je ne dis pas que c'est le mode qui a été retenu. L'adhésion personnelle, l'accompagnement spécialisé, la question de la temporalité des dispositifs aussi, qui est questionnée. On a beaucoup travaillé sur l'identification et la consolidation des actions en termes d'accès aux droits, d'information et d'orientation, en mettant l'accent sur la proximité des services. Il faut que les services soient le plus proches de ces publics. Il faut travailler sur la prévention, puisque bien souvent les jeunes arrivent dans les missions locales ou dans les autres institutions et il est souvent trop tard. Les jeunes se retrouvent en impayés de loyer, se retrouvent à la rue, donc il faut effectivement faire en sorte que la notion de prévention puisse être également traitée. Et puis un gros travail entre les administrations et les institutions pour éviter la déperdition d'informations et éviter que le jeune se perde dans les méandres de nos rouages administratifs. Alors, j'en viens maintenant à ce qui pourrait être quand même la chose la plus intéressante, c'est le projet que nous avons imaginé dans le département avant même la sortie des conclusions de ce travail, qui est un projet territorial à visée évaluative, projet expérimental qui va être mené sur le secteur du Comtat venessin, donc Carpentras et ses alentours,
qui est un projet qui est multi-partenarial, c'est-à-dire qu'il associe bien évidemment la mission locale, le SIAO, qui va associer Conseil général et UT Direct, la ville, les bailleurs présents sur le territoire, la maison régionale de santé, puisqu'on l'a dit, hein, il faut effectivement rattacher à d'autres problématiques qui touchent ces publics-là. Et le projet, c'est donc de conclure une sorte de contrat autonomie-logement. Il fallait bien lui donner un nom. Contrat autonomie, c'était déjà pris. Alors on a rajouté logement. Voilà. Contrat autonomie-logement sur une cohorte de 30 jeunes, en proposant donc à ces jeunes-là le petit coup de pouce logement-hébergement qui facilite l'insertion. C'est-à-dire qu'on a appliqué pleinement la politique du logement d'abord, qui est apparue en 2009, en disant on ne va pas d'abord trouver un boulot et ensuite vous proposer un logement. C'est non, on va vous proposer un logement, on va vous mettre dans des conditions effectivement d'habitat qui vont vous permettre d'accéder aux autres problématiques qui peuvent être les vôtres. C'est un contrat donc, qui serait conclu entre le jeune, bien évidemment, la mission locale, l'UT Direct, et financé. Alors nous apporterions la DDCS, l'État, donc les financements pour justement la captation de ce logement et l'accompagnement si nécessaire. Hein, je ne dis pas que tous les jeunes aient besoin d'un accompagnement, mais si nécessaire. Alors pourquoi à visée évaluative? Parce que nous souhaitons vivement, et j'accélère rapidement, et nous souhaitons vivement effectivement que ce projet soit vu par le petit bout de la lorgnette et qu'on en tire des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc nous demanderons sans doute à un prestataire extérieur de réaliser cette évaluation. Si certains sont intéressés autour de la table, voire à ma gauche, pour mener effectivement l'évaluation de ce projet, qu'on mènerait sur un an, voilà, avec des indicateurs qu'on a déjà construits hein, avec les partenaires. Donc projet qui devrait être mis en place à partir de novembre, début de novembre. Alors, pendant qu'on menait cette expérimentation, et j'y viens rapidement, nous avions effectivement déposé un dossier pour être éligible à la garantie jeune et le Vaucluse a été retenu parmi les 10 sites pilotes pour faire partie de l'expérimentation. Donc c'est une chance supplémentaire, bien sûr pour les 4 missions locales qui composent le territoire, mais c'est surtout également une chance supplémentaire parce que dans l'expérimentation, on va diviser la cohorte des 30 en disant une partie sera bénéficiaire de la garantie jeune, une autre non, hein, puisque tout le monde ne pourra pas y accéder. Et on verra effectivement comment ces deux publics s'en sortent par rapport à la garantie jeune ou pas, s'il y a des effets induits par cette garantie jeune. Et je terminerai enfin par la chance dont j'évoquais de la temporalité et de la communion, on va dire, des institutions et des associations autour de ce projet jeune qui va faire que dans les travaux du futur plan départemental pour le logement des plus défavorisés, eh bien, nous avons d'ores et déjà bien avancé sur le sujet et normalement, on devrait être en mesure d'apporter des éléments concrets et opérationnels dans ce futur plan départemental. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour les résultats de tout cela. Madame de Poncin, vous êtes directrice de la vie étudiante au Crous. Or, le Crous dans cette région se trouve confronté à une très forte demande de logement de la part des étudiants. Mais lorsque nous avons préparé ensemble cette journée, vous me disiez que la question du rapport quantitatif entre l'offre et la demande n'était hélas pas le seul problème qui se pose au Crous.
en matière de logement des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement les 3 problèmes que vous rencontrez et les 4 solutions sur lesquelles vous travaillez? Merci. Absolument. Je voulais vous remercier, les organisateurs de cette journée, la région et l'URAF-PACA, d'avoir associé le CROUS à cette réflexion. Et en effet, focus sur les étudiants, notamment pour les logements. Le constat, en effet, en quelques points, et le nombre de logements par rapport à la demande est très insuffisant à l'heure actuelle. Un chiffre, on a 30 000 demandes, enfin plus de 30 000 demandes, entre 30 et 40 000 demandes par an, et on a un parc actuellement dans l'Académie d'Aix-Marseille de 9 000 logements. Donc on arrive à satisfaire à une demande une demande, enfin, un logement pour 3 demandes. L'autre chiffre, je peux parler que de l'Académie d'Aix-Marseille. Hein. Pour l'Académie, il y a 100 000 étudiants, il y a 10 000 étudiants étrangers, et donc le CROUS, encore une fois, donc on n'a que 9 000 logements actuellement, et on arrive à peu près à loger 2500 étudiants étrangers. Quand on regarde de plus près, il y a finalement les déséquilibres offre-demande n'est pas les mêmes partout. On arrive à satisfaire à peu près la demande sur certains sites, notamment à Marseille. On n'a pas trop de problèmes de satisfaire la demande dans des sites comme à Marseille Nord, à l'Étoile, ou à Marseille à Lumini, alors qu'on a un réel souci dans le centre de Marseille, et dans une moindre mesure à Avignon, et un gros souci à Aix, où on arrive à peu près à satisfaire une seule demande sur 4. Ensuite aussi, on a un problème en effet de nature de logement, c'est-à-dire que la demande change beaucoup de nature ces derniers temps, on va dire ces dernières années. Classiquement, le CROUS a une offre de logement traditionnelle qui est en train de beaucoup changer, avec une offre avec des logements où les salles d'eau, les toilettes ou les cuisines évidemment sont collectives. Et là, la demande a totalement changé. Ensuite aussi, beaucoup plus récemment, les étudiants partent en mobilité et partent en stage, et donc on a une réelle demande des étudiants qui viennent d'autres académies pour une partie de l'année, alors que classiquement le CROUS avait des baux qui étaient de 10 mois, ou de 12 mois. Donc là-dessus aussi, on a une demande qui change de nature. Au niveau des solutions, alors par rapport au nombre de logements, la première solution, c'est de construire des logements, mais là, le foncier dans notre région est compliqué, donc on construit quand même, on a toujours tous les ans des opérations nouvelles, grâce au concours de la région, qui nous aide énormément, de l'État évidemment, grâce à l'emprunt, et on construit notamment une opération à Aix, on a plusieurs opérations en vue, il y a une opération de 350 logements nouveaux qui va être finalisée entre 2014 et 2015. On en a d'autres dans le cadre de l'opération Campus. Vous construisez en maîtrise d'ouvrage directe, alors ces logements? Là, quand on construit en maîtrise d'ouvrage directe ou délégué, mais au final, c'est le CROUS qui va être propriétaire des logements. Et ensuite, on a, comme évidemment, pour les raisons que j'ai invoquées, de foncier et des financements, on essaye aussi de capter, comme on a dit tout à l'heure, aussi l'offre d'autres partenaires, des offices publics d'HLM notamment, et on crée des conventions, des partenariats pour donc louer une partie du parc à ces partenaires et le sous-louer à des prix modérés aux étudiants. Et voilà, ça c'est au niveau de l'offre. Ensuite, malgré tout, on continue à être toujours, la demande continue à être toujours supérieure à l'offre. Donc, une autre piste récente, beaucoup plus nouvelle, c'est on essaye de labelliser des logements dans le parc privé.
On a ouvert déjà un portail du logement au niveau national, le CNUS, donc avec des antennes dans tout le CRUS, un portail de logement dans lequel on permet, logement étudiant, on permet à l'ensemble des propriétaires, notamment privés, de pouvoir offrir les logements. Et donc, hier j'ai regardé, on avait 300 demandes en ligne de propriétaires privés et on leur propose de pouvoir labelliser. Donc, par une auto-évaluation, ces propriétaires, ils peuvent voir s'ils sont dans les critères. Ce sont des critères, évidemment, d'essence. On en a parlé tout à l'heure. Dans cette région, on a des problèmes de certains logements, de la qualité de certains logements. Donc on regarde, on évalue si les logements sont de taille suffisante, s'ils répondent à des critères réglementaires en termes de type de contrat, s'ils ont les diagnostics, s'ils ont fait les diagnostics qui sont réglementaires. On évalue aussi la distance entre le logement et les lieux d'études, l'accès à la culture, au lieu au centre-ville, etc. Donc actuellement, on a eu depuis 2012, donc on a ouvert ça fin 2012, et on a eu 500 demandes, c'est les débuts, et donc 500 demandes, on en a refusé selon les critères que je viens d'évoquer, plus de 150 demandes, et au final, on conventionne par une charte entre le CRUS et ses propriétaires privés, et finalement, on a actuellement à peu près une centaine de chartes qui ont été signées. Une autre piste aussi, très très nouvelle, alors là elle date de 1 ou 2 semaines, on est confronté à des étudiants qui n'ont pas des garants pour entrer dans les logements. Notamment, ce sont des étudiants, on en avait évoqué tout à l'heure, en rupture familiale, qui donc n'ont plus d'un contact avec la famille. Ça peut être aussi des étudiants étrangers qui viennent et qui n'ont pas des garants, ou leurs garants famille à l'étranger, on ne les prend pas en compte. Donc, on a ouvert un dispositif nouveau en partenariat avec un organisme financier qui, moyennant 1,5% du montant du loyer, et donc c'est le CRUS qui sommes intermédiaires, il y a ce garant qui est proposé, que ce soit dans le parc CRUS, mais aussi évidemment dans le parc privé. Et voilà un certain nombre de pistes. Évidemment, pour finaliser mon propos, on laisse personne sur le bord du chemin. Donc, on parlait tout à l'heure des méandres administratifs, on essaye en tout cas. Il y a aussi, pour les étudiants qui sont les plus en difficulté, on a des assistantes sociales, on en a 13 qui ont des permanences quotidiennes dans l'ensemble de l'académie, et qui donc peuvent voir ces étudiants qui sont les plus en difficulté pour leur proposer leur aide, leurs conseils, pour les diriger vers la bonne solution. Et on a un fonds financier qui permet notamment de venir en aide à ces étudiants qui sont en grande difficulté. Et une grande partie de nos aides financières qui sont données dans ces cadres-là sont des aides notamment à des difficultés des loyers, des paiements des loyers notamment. Et voilà, j'ai terminé mon propos. Merci Mossou, merci. Vous voyez que là, on rentre dans des choses très proches du terrain. Donc, ça suscite certainement quelques questions de votre part sur ces 4 premières interventions. Oui, monsieur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Philippe Hébrard, je suis le directeur de l'UDAF des Hautes-Alpes. Une question à Madame Guichet. J'ai regardé sur la fiche du CESE, je n'ai rien trouvé sur l'intergénérationnel, le logement intergénérationnel qui permet du lien intersocial, qui permet de partager du mètre carré aussi, notamment avec des personnes âgées qui disposent parfois de logements largement supérieurs à leurs besoins. Donc je voudrais savoir ce que vous avez fait et si vous avez travaillé sur également ce qui peut caractériser la transférabilité de logement d'une population à une autre. La transférabilité, c'est-à-dire le fait que des aménagements apportés par exemple à des personnes handicapées peuvent servir à des personnes âgées au niveau du sanitaire par exemple. Voilà. Et j'ai souvenir de quelques expériences intergénérationnelles, dont une à Montpellier et d'autres à Vaux-en-Velin, où effectivement dans des rénovations de quartier on essaie de mixer les populations. Donc je voulais savoir si au niveau du CESE, vous aviez travaillé sur cette dimension-là.
On va peut-être prendre plusieurs questions et puis faire des réponses groupées. Oui, madame. Oui, donc moi je voulais demander à Madame de Poncin, Claire Guichet nous parlait de la cohabitation et je voulais savoir si le Crous effectivement était aussi dans cette perspective. J'ai plutôt entendu qu'on était sur des appartements plus petits. Est-ce que c'est une perspective que vous avez en tête? Encore, peut-être encore une ou deux questions et puis je vous laisse répondre, Madame de Poncin. Oui. Alors, j'ai oublié de dire qu'on avait aussi parmi les solutions, on était en train de s'adapter beaucoup à la demande nouvelle par rapport au standing et que quasiment tout le Crous, tous les parcs Crous sont en train d'être rénovés avec un standing permettant donc aux étudiants, comme on a entendu tout à l'heure un étudiant avec un accent similaire au mien, dire qu'il voulait un logement de X mètres carrés avec des toilettes et avec une salle d'eau à l'intérieur. Le Crous aujourd'hui, en effet, c'est le standing vers lequel on se dirige. En 2015, toutes les résidences quasiment seront dans ces standings-là. La colocation aussi, elle existe, elle est très 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 réduite. Je dirais qu'elle doit concerner moins de 10% de notre offre. Et c'est pas finalement là, on dirait, je dirais qu'on n'a pas trop de problèmes d'offre-demande. On a même parfois du mal à remplir. C'est pas ce qu'on remplit en premier, c'est-à-dire les T2 ou les T3. Alors je dirais c'est parce qu'on demande déjà que les étudiants se connaissent. Je dirais aussi qu'il y a une question de culture. Moi, je suis d'origine espagnole. En Espagne, 100% des étudiants sont en colocation. En France, la demande, c'est d'être chez soi. On est plutôt en chambre rénovée ou en studio. La demande des studios, mais elle explose au Crous. Alors que là aussi, on doit être à moins de 20% de notre parc. C'est plutôt des chambres rénovées avec des toilettes et une salle d'eau, mais les cuisines sont collectives. Et on voit que la demande des studios, c'est-à-dire avec tout à l'intérieur, on ne croise pas son voisin, elle est en augmentation. Peut-être l'individualisme, la culture peut-être de certains pays plus que d'autres. Aux États-Unis, je sais qu'ils vivent par 2, en Espagne, ils vivent par 4, 5, 6. Et en France, la demande, elle est de vivre chez soi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sans doute Claire Guichet sur cette question de la colocation et de l'intergénérationnel. Est-ce peut-être une première réponse? Alors, sur l'intergénérationnel, je m'attendais à avoir la question, surtout ici aujourd'hui. L'intergénérationnel, il faut bien voir qu'il y a deux types de choses qu'on appelle l'intergénérationnel. Le premier, c'est les projets dans lesquels on prévoit d'avoir dans un même bâtiment, on va dire, pour faire simple, dans un même projet de construction, des personnes de différentes générations avec l'objectif justement de cumuler un certain nombre de services, d'encourager la mixité sur un même site. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on encourage complètement. Parce qu'on considère que, notamment, il peut y avoir des multiplications d'usages et aussi des échanges au quotidien qui sont intéressants. En revanche, l'autre projet, c'est la question de dire les personnes âgées qui, contre service, hébergent chez elles un ou une jeune. Alors, déjà, pour moi, cette catégorie, cette forme d'intergénérationnel fait partie du logement contre service, comme une autre. C'est-à-dire qu'une famille qui a chez elle un jeune étudiant pour garder ses enfants, c'est pareil pour moi qu'une personne âgée qui loue une chambre à quelqu'un en fonction de... Bon, on a donc déjà le logement contre service de manière générale nous paraît, nous, être une solution intéressante, mais sur lesquelles, dernièrement, les politiques publiques ont beaucoup posé de débats idéologiques en disant c'est ça la solution, il faut absolument augmenter ça, et qui n'est pas forcément très favorable aux questions d'autonomie des jeunes. Les retours qu'on a, il y a eu dernièrement un colloque qui réunissait les porteurs de projets d'expérimentation sur le logement des jeunes au niveau national par la direction ministérielle du ministère de la Jeunesse qui se chargeait de ça. Et il y avait, puisque évidemment les projets ont été lancés il y a quelques années, beaucoup de projets sur la question de l'intergénérationnel, puisque ça avait été très en vogue à l'époque. Les résultats n'étaient pas très bons. Parce que déjà les exigences d'un certain nombre de personnes étaient très hautes, ce qu'on peut comprendre parce que c'est pour héberger dans leur propre logement, donc il y a quelque chose d'important.
Il y a eu énormément de problèmes de sécurité, de jeunes qui se sont retrouvés en situation d'aidants médicaux ou d'aidants, enfin, à remplacer des aidants familiaux, parfois même avec des astreintes, des obligations de rester là le week-end ou le soir, etc., avec tout ce que ça veut dire quand on ne fait pas ça pour quelqu'un de sa famille, quoi. Donc très compliqué, voire même, alors on va jusqu'au cas extrême, mais des jeunes qui se sont retrouvés face à des situations d'accident ou voire même de décès de la personne avec qui ils vivaient pendant leur... Donc bref, sur cette question de l'intergénérationnel, il faut vraiment se dire qu'il ne s'agit absolument pas, moi je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut être contre, mais qu'il faut faire attention à ce qu'on a fait dans les dernières années, de voir ça comme la solution alpha et oméga, qu'il faut que ce soit très bien coordonné et organisé par les acteurs associatifs qui l'entourent, pour que vraiment, ce soit un choix des deux personnes, et que deux, on soit vraiment dans une relation qui ne soit pas celle des dents familiales ou autres. Faire les courses, être une présence, participer à faire la cuisine, ça oui. Aider à donner le bain, comme souvent c'est demandé, non, ça c'est pas possible et c'est pas entendable. Sur la transférabilité des logements, on a travaillé là-dessus, notamment sur l'aspect des normes, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a besoin de logements qui soient plus modulaires et plus globaux. Et notamment sur la question... Alors par contre, on a des problèmes sur la question des normes pour les personnes en situation de handicap, que vous avez évoqué. On a un problème avec ça sur les résidences collectives, notamment les résidences pour jeunes, les FJT et les résidences Crous, où normalement, maintenant, les règles actuelles voudraient qu'on fasse tous les appartements en accessible, ce qui est très bien pour d'autres types de logements. Mais dans le cadre des résidences Crous, avec ce qu'expliquait Madame tout à l'heure sur les petites chambres, etc., nous, on a des grandes plaintes qui remontent des étudiants à dire ma salle de bain est plus grande que ma chambre, je fais quoi? Je mets le lit dans la salle de bain et ça, c'est vrai que ça nous pose des questions. Nous, ce qu'on avait envisagé, par exemple, c'est de dire il faut qu'on ait des rez-de-chaussée avec des chambres et des espaces complètement inclusifs et accessibles, et que, par exemple, dans les étages, on ait tous les espaces communs qui soient accessibles, parce que ça ne peut pas être entendable qu'une personne en situation de handicap qui habite dans une résidence ne puisse pas se déplacer et aller voir les gens avec ses voisins, mais par contre que peut-être toutes les chambres ne soient pas. Et il faut qu'on réfléchisse bien à cette question des normes de manière générale, comme vous le disiez dans la question de la transférabilité, parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les normes qui sont, par exemple, les meilleures pour les personnes en fauteuil roulant ne sont pas les meilleures pour les personnes qui sont victimes de handicap plus liés à la dépendance et à l'âge, et ne sont pas non plus les normes les plus favorables aux personnes malvoyantes, etc. Et juste pour finir rapidement sur la colocation en Crous, je voudrais réagir à ce que disait Madame. Je pense que le problème aussi, c'est que le service public en France sur la question de la colocation est coincé avec une vision de la colocation qui est un peu, mais justement, un peu franco-française. C'est-à-dire que on n'a pas pu concevoir comme les Allemands l'ont fait, par exemple. Les Allemands ont des grands appartements dans lesquels, justement, on arrive encore à partager une cuisine et des salles de bain, parce que, justement, on a une salle de bain pour 2 ou pour 3 et une cuisine pour 6 ou pour 8. Et la clé à cet espace commun, elle est que pour les 8 personnes qui habitent là. Et ensuite, chacun a sa chambre avec son espace d'intimité qui lui appartient et dans lequel on ne peut pas rentrer. Et donc, on arrive à mélanger des publics et on n'est pas obligé de prendre des groupes de jeunes qui se connaissent, parce qu'ils auront tous leur espace individuel. Et j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que il faut quand même voir que ce qu'on n'a pas comme offre, c'est-à-dire que ce type de choses nous, on n'est pas en capacité d'offrir aujourd'hui dans le service public, forcément, on ne crée pas une demande chez les jeunes vis-à-vis de ça. Et la deuxième, c'est vraiment, je voudrais revenir sur ça, ce que je disais tout à l'heure, les jeunes décohabitent de plus en plus tôt, l'âge du premier enfant recule, l'âge de la mise en couple recule. Avec les questions de divorce et de vieillissement de la population, on a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Il est temps, à un moment ou à un autre, qu'on insuffle dans la société française la question de l'habitat partagé, parce que sinon, ça veut dire que ce qu'on pousse, c'est un espace, une France remplie de petits pavillons et de petits studios dans lesquels les gens vivent seuls et ne partagent rien. Et ça, pour moi, c'est pas un projet souhaitable pour la cohésion sociale. Très bien. J'avais une demande de parole devant Fatih Bouaroua, et Madame, je vous donne la parole ensuite. Oui. C'est une question pour... Donc Fatih Bouaroua, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Merci. Une question pour le Crous. Je m'étonne un petit peu de voir des logements pour étudiants dans la ville et dans les villes qui ont été programmés
et pour lesquels vous n'êtes pas consulté ou dans lesquels on ne vous voit pas dans les lieux de programmation, comme le CRH, comme les conseils de développement. Et on voit effectivement un certain nombre de scandales de logements qui se disent étudiants et qui n'en sont peut-être pas. Et des logements étudiants d'ailleurs qui sont devenus de véritables cités d'urgence qui sont faits par des investisseurs privés. Notamment, vous en avez pas très loin d'ici, hein, vous avez à la rue de Crimée par exemple toute une série de résidences étudiants où on voit apparaître là plutôt un ghetto de personnes seules qui sortent de la rue et on utilise ça pour l'urgence sociale. Ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous participez et est-ce que vous arrivez à influencer les politiques publiques territoriales sur la question du logement des étudiants, quand on voit qu'il y a eu un certain nombre de logements financés en PLS et dont le loyer n'est pas nécessairement compatible à la plupart des étudiants, même si c'est du logement dit social, sauf que le loyer est, au mètre carré est 1,5 fois supérieur au loyer du logement HLM. Donc je me demande à quel point vous participez et vous apportez votre avis dans les définitions des politiques publiques pour le logement des étudiants qui, à mon avis, ne se pose pas de la même façon que pour tous les jeunes. Madame qui voulait la parole là-haut, Madame, voilà, 93. Bonjour Madame Lenné. Moi, je posais une question, parce que toutes ces idées sont merveilleuses, on ne m'entend pas, c'est ça. Mais pourquoi on ne peut pas... Approchez-vous du micro. Je pense qu'on va... Voilà. Il faut vraiment savoir partager, d'accord? Mais on pourrait imaginer... Bon, prenons le centre-ville de Marseille, je suis sûre que c'est possible. Il y a des facs, il y a des personnes âgées, il y a des personnes seules, il y a des personnes dans le besoin. Pourquoi on n'essaie pas de faire une passerelle, construire autour de ça, où il y aura la crèche, bon, la bibliothèque pas loin, le loisir, et c'est de l'intergénérationnel. Est-ce que ça a été réfléchi ou c'est de l'utopie? Un peu d'utopie, de réflexion sur l'habitat partagé, je vous laisserai répondre après. Christine Charnet. Moi, je voulais juste intervenir pour en réponse à Madame Guichet sur la question de l'habitat participatif aussi. Un thème que connaît bien Franciscane, puisqu'on y planche dessus. Et l'habitat participatif est aussi une forme non seulement solidaire, mais intergénérationnelle et de mixité sociale qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait en partie répondre à cette difficulté. La grosse difficulté, c'est que l'habitat participatif en France, et notamment dans la région, est extrêmement compliqué et qu'il faut complètement bousculer les cadres. Alors, on a des administrations qui nous aident et nous soutiennent, et puis les réglementations sont ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, on est sur de l'habitat individuel et complètement sclérosé. J'entends hein, l'habitat à soi, c'est vrai, c'est la réalité. Mais en même temps, je vois bien que nécessité fait loi et que la question de l'habitat partagé, participatif et solidaire est une des solutions aussi. Voilà, merci. Oui, pour ne pas laisser Claire Guichet seule au front pour répondre sur les politiques publiques du logement, je vais répondre simplement habitat participatif. Bon, c'est vrai que la région est très impliquée aujourd'hui dans cette promotion d'une forme d'habitat. Bon, pour ceux que ça intéresse, on pourra diffuser la délibération qui est passée en juin. Là, l'intérêt de l'habitat participatif, qu'on pourrait qualifier comme une forme d'habitat partagé, il y a une question de participation et de partage de l'espace. Il y a aussi des questions environnementales liées à la sobriété des comportements, mais il y a une question de mixité sociale aussi, de partage de génération et de revenus un peu qui peut se poser. Je vois que Fatih hoche de la tête, mais c'est vrai quand même, quoi que tu en... qu'est-ce que ça peut apporter dans la question du logement des jeunes? Ben, effectivement, on est soit sur une société, entre guillemets, de services, et à ce moment-là, le jeune est une ressource, une main-d'œuvre, on va dire, par rapport à la question de la dépendance. Donc, en fait, c'est certainement pas une solution au boom des questions de la dépendance. Voilà. Par contre, dans l'habitat participatif, il y a une question de faire société. Et donc, c'est un modèle plus sobre en espace, peut-être, donc qui consomme moins d'espace, dans laquelle la question de un habitant, une voix. Alors là, on parle de coopérative notamment, puisque dans la loi Allure, là, qui est en cours de négociation, on va recréer des coopératives d'habitants que la loi Chalandon avait supprimées
parce que c'était tous propriétaires ou tous locataires de logements sociaux. Donc en fait, les politiques du logement en France ont supprimé la capacité d'avoir des réponses diverses. Pourquoi? Parce qu'il fallait une majorité de propriétaires. À partir de là, tous ceux qui n'étaient pas propriétaires, c'était le social. Voilà, c'est vraiment le point de vue de la loi à l'époque qui a fait beaucoup de dégâts dans les politiques du logement. Donc il faut refonder une politique du logement. On va retrouver des notions un petit peu différentes. Et là, les jeunes ont toute leur place. Pourquoi? Parce que dans une coopérative d'habitants, un coopérateur, une voix. On n'est pas au millième de copropriété. On est chacun a sa voix au chapitre en quelque sorte. Ça renvoie bien, on a vu, aux questions de la prise de parole dans la société. J'allais dire, là c'est pas les jeunes pour les jeunes, c'est au fond faire société dans l'habitat. Et c'est certainement une des réponses fondatrices des futures politiques du logement sur la question du logement des jeunes. Voilà. Là, dans ces projets d'habitat participatif, il peut y avoir du très social, en même temps que certains sont en processus plus ou moins d'accession à la propriété, mais sous forme coopérative, donc avec des contraintes fortes. Et là, oui, il y a un modèle à développer qui peut intégrer largement la question du logement des jeunes. Claire Guichet, un complément là-dessus? Juste quelques mots sur... je voulais... Déjà, sur la question d'habiter dans son chez-soi, je pense aussi que ça dépend de ce qu'on propose aux gens. C'est-à-dire qu'en France, on a su faire, et alors justement le logement étudiant en est un très bon signe, on a su faire du très collectif et du très privatif. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous me demandez, alors que moi j'ai habité en colocation pendant 10 ans, si je veux partager mes toilettes et ma douche avec 20 personnes, comme c'était le cas dans les anciennes chambres traditionnelles de CTU, je vais vous dire non. Par contre, si vous me dites, est-ce que ce serait intéressant dans votre immeuble qu'il y ait une laverie en commun pour que tout le monde n'ait pas besoin d'avoir une machine à laver, est-ce que vous ne pensez pas que l'espace qui est dans la cour en bas, au lieu que tout le monde se crie dessus pour que personne n'y aille, on pourrait en faire un jardin collectif? Bah oui, voilà. Enfin, c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'on est un peu toujours dans le tout l'un ou tout l'autre. Et ce que disait madame, la question quand vous dites un peu d'utopie, ben, le problème c'est que l'utopie que vous dites, c'est un peu ce qui a été un temps l'utopie du logement social. C'était censé être ça. C'était censé être ça. C'était censé être un mix de générations, un mix de populations qui permettrait justement une mixité sociale. Et sauf qu'en réalité, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, par manque de place, avec en face des paupérisations de la population, mais aussi, et ça a été rappelé par rapport à la loi SRU, par manque de volonté politique de certains acteurs, de tous bords hein, par ailleurs, on a eu finalement une ghettoisation de ces questions-là qui n'a pas permis d'aller là. Et notamment, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que sur le logement social, on voit bien que parce que, soi-disant, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à construire des projets sur lesquels, dans le même projet, on fait du PLAI, du PLS et du plus, et où on mélange les modes de financement et donc ainsi les loyers de sortie, les types de population. On nous fait des projets qui sont beaucoup trop homogènes et qui, du coup, ne favorisent pas cette question de la mixité. Et ça doit redevenir un des objectifs des politiques publiques de logement. Et juste pour finir sur la question, parce que ça va avec la même chose, sur la question des résidences étudiantes privées, le CESE, dans son avis, propose que les résidences privées qui font du logement étudiant privé ne puissent plus bénéficier des prêts locatifs sociaux parce qu'il n'est pas envisageable qu'avec l'argent l'argent public, on finance des logements qui sont parfois plus chers que le privé et dans lesquels les services, c'est la laverie avec une femme de ménage qui vous plie votre linge. Il y a un moment, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des étudiants qui aient accès à ça. S'il y en a qui le peuvent, tant mieux, mais pas sur de l'argent public, quand à côté de ça, pendant ce temps-là, on peut répondre qu'à une demande sur 3 au Crous d'Aix-Marseille, et encore quand on sait le nombre de jeunes qui ne demandent pas parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas. Merci, ça a le mérite d'être clair. Madame de Poncins, sur la question. Sur le logement participatif, on fait la réponse, un peu la réponse au Crous, hein, c'est-à-dire que les étudiants sont chez eux, mais dès qu'ils franchissent les seuils, après il y a du collectif, les laveries sont collectives, les cuisines sont collectives la plupart du temps. Pour faire, alors le problème c'est que souvent les étudiants, j'ai parlé d'individualisme, mais c'est vrai que les choses ont changé par rapport aux années, je ne sais pas, 60, 70, et il faut qu'on crée du lien social, et ça ne va pas de soi, donc on a mis en place des dispositifs d'étudiants référents dans les cités, dans lesquels les étudiants sont rémunérés par le Crous,
pour que le soir, ils animent des réunions d'étage, pour que les étudiants puissent créer du lien, qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent. Parce qu'en effet, on s'était rendu compte ces dernières années que même si on était dans du collectif, ça n'allait pas de soi. Donc on essaye de mettre en place des choses à ce niveau-là. Et par contre, on a des logements type à l'allemande, c'est-à-dire pas beaucoup, mais on en a, c'est-à-dire dans lesquels les étudiants n'ont pas à se connaître et on propose donc uniquement un espace donc, de partage en commun, la douche, la salle d'eau, les toilettes et les cuisines, mais chacun sa chambre. La demande elle est vraiment pas importante. On a beaucoup de mal à les remplir. Donc bon, après, voilà, on peut essayer de faire changer les mentalités, mais pour l'instant, c'est pas ça. En termes de demandes, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des logements où chacun va être chez soi, mais avec un espace, dans les résidences. Enfin, en tout cas, au Crous, on y croit évidemment beaucoup. Et pour répondre à monsieur par rapport à comment le Crous est associé, enfin, on est quand même très soutenu, ça, je ne peux pas dire le contraire, hein, pour toutes les résidences qu'on construit, on en construit chaque année. On a la dernière, donc, notamment à Aix, pour 350 logements. Il y a la communauté des villes d'Aix, des pays d'Aix qui participent pour 3 millions. Il y a la région pour 3 millions. Il y a, après, on a des financements État, de l'emprunt, enfin, et ça, on travaille aussi dans le cadre des opérations campus, dans le cadre des partenariats publics-privés aussi avec différents acteurs, mais on a participé aux réflexions qu'il y a eu ici même d'ailleurs sur les assises territoriales et nationales sur sur ces problématiques. Et en effet, on a tous pensé qu'il fallait créer des schémas régionaux, des schémas dans lesquels on associait tous les acteurs institutionnels pour créer un peu la prospective de ce qui allait être un peu le logement, notamment étudiants, dans les prochaines années. J'espère qu'on va se diriger vers des choses qui soient à ce niveau-là, plus peut-être coordonnées. Oui, la question de Fatih Boireau a posé effectivement sur l'implication dans les documents de programmation, et à ce stade du débat, je ne vous oublie pas monsieur, mais j'aurais envie de poser la question à Cathy Papazian, donc, qui est dans la salle et qui représente la DREAL, de revenir en 2 mots sur les propos sur lesquels monsieur Cartiot est passé très rapidement ce matin, hein, dans la stratégie régionale d'action en faveur de la jeunesse adoptée en mars 2013, la déclinaison sur les aspects qui concernent plus particulièrement la DREAL se porte sur 2 points qui me semblent donner du grain à moudre à notre débat. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors oui, effectivement, bonjour. Donc, dans le cadre de la stratégie régionale d'action en faveur de la jeunesse, 2 actions, plus particulièrement 2 actions ont été portées par la DREAL. Donc, pour reprendre de façon un petit peu plus détaillée ce qui nous était présenté par Madame Simonin. Donc c'était à la fois le côté incitatif, c'est-à-dire inciter les collectivités territoriales à prendre en compte le logement des jeunes dans leurs documents de politique locale de l'habitat, donc les PLH, mis en place par les EPCI, donc que ça soit le logement étudiant, c'est souvent le cas, mais aussi le logement des jeunes actifs, des jeunes en recherche d'emploi, enfin des jeunes en situation difficile qui sont également suivis, enfin un public prioritaire des PDLPD, donc des jeunes au sens large que les PLH prennent en compte leurs besoins et mettent en place un programme d'action adéquat. Donc une vigilance accrue voilà, du Conseil régional de l'habitat là-dessus. Voilà. Dans l'examen des PLH, c'est une thématique, une problématique qui est prise en compte. L'examen des PLH, leur évaluation à mi-parcours, on intègre complètement le logement des jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Également le volet PDLPD, donc qui sont en cours là, de renouvellement, et donc effectivement, souvent les jeunes en situation d'errance sont pris en compte, sont portés comme public prioritaire dans ces PDLPD, mais bon, s'assurer effectivement une vigilance qu'il y ait bien des mesures concrètes qui répondent à ces besoins. Et le deuxième volet, c'était avoir effectivement une meilleure connaissance du parc, de façon à orienter les choix des décideurs,
sur les structures de logement social dédiées plus spécifiquement aux jeunes. Voilà. Merci de ces précisions. Merci. Monsieur, vous avez demandé la parole. Le bouton rouge. Vous avez un téléphone portable à portée de la main. Oui, bonjour. En fait, ma question, c'était à M. Canin. Vous présentez, s'il vous plaît? Mohamed Imrich, donc directeur du foyer de jeunes travailleurs Saint-Martin-de-Croix. Donc, par rapport à ce que disait précédemment, donc Madame, c'est vrai que nous, FJT, donc nous participons donc à tout ce qui est première décohabitation donc des jeunes, sauf qu'aujourd'hui les critères pour rentrer à FJT donc ont complètement changé. Hein. Donc, on a de plus en plus de jeunes donc en très grande difficulté, en très grande détresse. Donc, sur lequel on a une équipe éducative qui accompagne donc les jeunes pour régler leurs problèmes, de manière globaux. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est vrai que on a reçu un appel à projet donc l'année passée de la région et on a été exclu de fait de par notre spécificité qui est justement d'accompagner ces jeunes donc vers l'autonomie, d'accompagner les jeunes vers le logement autonome. Et effectivement, donc, dans la mise en place donc, dans le cadre de la première décohabitation, excusez-moi, donc on participe effectivement à l'hébergement des jeunes innovants, quoi. Donc c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi on nous a mis sur le côté. Et j'ai une deuxième question aussi à poser à Madame au niveau du Crous. Donc comment ça se fait que vous développez des partenariats vers le privé alors qu'on a des structures donc, comme nous, foyer de jeunes travailleurs, qui sommes là pour essayer justement d'accueillir ces jeunes-là. Hein. Je sais que nous, au niveau du département, on accueille de plus en plus ces jeunes étudiants qui sont dans des conditions donc, de pauvreté extrême. Et c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas ce partenariat-là qui a été développé de par... Donc une offre de service de la part du FJT. Francis Kahn d'abord et puis Madame de Poncin ensuite. Oui, alors, pour répondre simplement, hein, puisque j'ai bien parlé d'un appel à projet, ou d'un appel à manifestation d'intérêt, la difficulté que nous, on a à la région, c'est qu'on est sur des politiques volontaristes. Vous voyez ? Donc, en fait, on n'a pas de compétences institutionnelles sur la question du logement. Bon, j'allais dire aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait plus trop, d'une certaine manière, où se trouve vraiment la centralité des politiques du logement, puisqu'il y a une multiplicité d'acteurs. Mais par contre, par rapport au budget qu'on déploie sur cette politique volontariste, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est accompagner dans la durée le fonctionnement des structures. Vous voyez ? Et c'est vrai que sur la question des FJT, il y a certainement un problème public global, mais dont on n'est évidemment pas les seuls responsables, et pour lesquels, j'allais dire, certainement dans l'offre de logement globale, il y aurait à resituer cette offre et à la remettre au centre de la question de l'accueil des jeunes, notamment par rapport au premier emploi et à la formation. Ça va très au-delà de ce que nous on sait faire et de ce que nous on peut faire. C'est-à-dire que la valeur d'exemple de cet appel à projet ne peut pas déboucher sur une pérennité et une densité de financement public qui permettrait de vous accompagner dans la durée. Donc le sens de notre réponse, en quelque sorte, ce n'est pas voilà. Donc certainement, je comprends que ça crée de la frustration pour les structures qui ont justement un problème structurel de fonctionnement auquel on ne peut pas répondre. On ne peut vraiment pas répondre, et puis c'est peut-être pas notre rôle, ou alors si ça devait l'être, ça serait avec des moyens qui seraient multipliés, évidemment, et un repositionnement institutionnel sur ces questions-là. Donc la réponse, elle n'est pas dilatoire de ma part, hein, c'est simplement, j'allais dire, on est bien conscient de la densité du problème. Nous, on a une capacité d'interpellation, on n'a pas nécessairement une capacité d'une politique structurelle. Et peut-être que finalement, j'allais dire, les effets d'aubaine des appels à projets, c'est les bouts de chandelle des projets que l'on monte par-ci, par-là pour arriver à faire tourner sa structure. À mon avis, pour toute structure associative ou locale, c'est l'enfer justement qui est là, puisque c'est